Bonjour, c'est Clara Grouzis pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 19 novembre dernier, les États-Unis ont présenté un plan de paix pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui dure depuis plus de 3 ans. Alors que les discussions se poursuivent, des Ukrainiens qui avaient fui leur pays au début du conflit en 2022 rentrent chez eux malgré les bombardements russes. À la mi-novembre, le Parisien a suivi Ala, 77 ans, réfugiée en France. Elle avait quitté en catastrophe son village et son appartement. Notre reporter au Parisien, Émilie Torgemène, a embarqué à ses côtés à bord d'un bus depuis Paris jusque chez elle. Elle nous raconte son reportage, aujourd'hui dans Code Source. Émilie Torgemène, le vendredi 14 novembre, vous embarquez dans un bus pour Kiev. Vous allez faire le trajet avec Ala, 77 ans, une Ukrainienne qui a fui son pays en février 2022 au moment de l'invasion russe et qui depuis est réfugiée en France. Elle a vécu dans plusieurs familles parisiennes et c'est la première fois qu'elle rentre dans son pays où la guerre dure toujours. Déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire Ala ? Oui, Ala est une vieille dame, elle a un très joli visage, elle a des yeux de porcelaine vraiment bleu très clair. Elle a, depuis qu'elle vit en France, une coupe au carré sur ses cheveux blancs. Elle a un sourire vraiment contagieux. Et donc ce jour-là, vous la retrouvez dans le 13e arrondissement de Paris. Oui, c'est ça. En fait, on a réservé nos places de bus quelques jours auparavant par WhatsApp, en ukrainien et en anglais. Le lieu de rendez-vous a été confirmé le matin même. On a rendez-vous sur le boulevard Vincent Auriol, sous une station de métro aérienne. On est arrivé très en avance et on a beaucoup de bagages. En l'occurrence, Ala a une énorme valise qui contient 3 ans de vie parisienne, mais aussi des sacs au champ de supermarché dans lesquels il y a des médicaments pour 1 mois et demi. C'est une personne malade, Ala, mais aussi de la nourriture pour le trajet 40 heures et puis des conserves. Donc on est très en avance. Quand enfin on va au lieu de rendez-vous, donc c'est à 9h du soir, eh bien on ne trouve pas le bus. Et là, à vrai dire, c'est la panique. Et puis on est très encombré avec tous ces bagages, donc on se met à courir partout, à envoyer des WhatsApp au chauffeur. Quelques minutes après, on retrouve le bus qui était à quelques numéros de là. Le chauffeur nous accueille avec un grand sourire en nous expliquant qu'il a juste un petit problème de stationnement. À ce moment-là, elle se sent comment, Ala, à l'idée de retourner dans son pays natal ? Elle est très stressée, à vrai dire, franchement anxieuse. Elle a quitté l'Ukraine, elle a quitté son village, chose qu'elle avait à peu près jamais faite de sa vie. En février 2022, au milieu de l'invasion. C'est le moment où en fait les Russes ont marché sur Kiev et elle, son village, est au bord de Kiev et les Russes sont passés dans son village. La dernière image qu'elle a eue, c'est vraiment une image d'invasion. Donc elle a très très peur de retourner chez elle. Vous allez nous raconter ce long et fatigant périple jusqu'à Demidov, à 50 km au nord de Kiev. Vous allez aussi nous raconter comment Ala retrouve son appartement et ce qui a changé dans son village depuis le début de la guerre. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de retourner en Ukraine ? Ala décide de rentrer chez elle pour plein de raisons qui lui sont propres, mais il y a aussi une raison un peu générale, c'est que tristement, les aides aux réfugiés ukrainiens s'amenuisent. C'est le cas en France, c'est le cas dans toute l'Europe. Probablement parce qu'on avait pensé que la guerre ne durerait pas aussi longtemps. Et en plus, l'aide en France a été aussi pensée pour des actifs, surtout des activeux, puisque c'est des femmes qui sont venues se réfugier en France. Et donc l'idée, c'est de les aider et qu'elles puissent ensuite trouver un emploi, trouver un logement, s'intégrer. Le cas d'Ala est particulier puisqu'en fait, c'est une retraitée. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir travailler, avoir un salaire à la hauteur du niveau de vie en France. Donc ça devient très compliqué pour elle. Ce trajet en bus, qui doit durer environ 40 heures, c'est la seule manière d'aller en Ukraine en ce moment ? Non, ça n'est pas la seule manière. Alors malheureusement, on ne peut plus faire de vol direct entre la France et l'Ukraine. L'espace aérien est fermé. Par contre, ce que font beaucoup de gens, c'est d'utiliser le rail. Pour ça, c'est assez compliqué. Il faut changer au choix en Pologne ou en Slovaquie et après se rendre en Ukraine. En réalité, moi, c'est ce que j'ai fait au retour. Mais la différence, c'est que c'est un peu plus cher et surtout plus complexe. Ala, elle a 77 ans. Donc là, le bus, on ne sait effectivement pas à quelle heure on va arriver, mais on monte dans le bus et à la fin, on arrive au point d'arrivée. Donc ça peut être plus long, c'est moins confortable, mais en réalité, c'est plus simple.
Et combien ça coûte ? Ce trajet, c'est assez étonnant, il coûte 140 € et c'est de l'argent qu'on paye cash, de la main à la main. Nous, on l'a payé au milieu du voyage, on était au milieu de nulle part en Allemagne. La compagnie de bus nous avait expliqué qu'elle ne voulait pas nous faire payer en avance parce qu'il y avait eu pas mal d'arnaques, des gens qui s'étaient fait passer pour eux et qui avaient pris de l'argent à des réfugiés. Donc eux ne voulaient pas le faire et ils voulaient être payés que vraiment au dernier moment. La nuit qui précède votre départ, au moins 6 personnes sont mortes dans des bombardements russes à Kiev. Émilie Torgemène, qui sont les autres passagers et surtout, comment ils se sentent à l'idée d'aller en Ukraine ? Au moment où on embarque sous le métro aérien parisien, on voit toutes ces familles qui sont en train de s'enlacer. On voit cette ambiance très lourde. On sent que effectivement les frappes massives qui ont eu lieu la nuit précédente sont dans tous les esprits. On voit un jeune homme qui embrasse sa femme qui porte un petit bébé et lui ne monte pas dans le bus. C'est assez poignant. On ne peut qu'imaginer qu'il ne veut pas retourner à la guerre. Finalement, c'est assez muet comme scène et vraiment très poignant. Et tous ces passagers, ce sont des Ukrainiens qui rentrent dans leur pays. Oui, à l'évidence. Il n'y a absolument aucun étranger dans ce bus. Ce sont vraiment des gens qui ont tous une bonne raison de retourner dans un pays en guerre. Il faut le rappeler, là, on n'est pas sur un retour heureux à la fin de la guerre. Et ce sont tous des Ukrainiens. D'ailleurs, tout le monde ne parle qu'ukrainien. Ils ont tous chacun leur histoire et on sent qu'elle est lourde. Justement, Émilie Torgemène, vous traversez le Luxembourg, l'Allemagne et la Pologne avec ces passagers. Ça vous offre l'occasion de discuter avec eux. Ils vous racontent pourquoi ils rentrent. Il y en a par exemple qui vont enterrer un membre de leur famille avant de revenir en France. Et puis il y a Zoya, qui elle fait régulièrement ce trajet. Pourquoi ? Alors Zoya, c'est vraiment un personnage, c'était aussi un plaisir de parler avec elle puisque l'ambiance était très lourde dans ce bus. Elle vient du monde du théâtre, elle a été actrice et elle est vraisemblablement metteur en scène maintenant. Elle vient en France, elle fait des allers-retours parce qu'elle a un problème de santé. Elle vient se faire soigner en France. Mais elle est très claire, son pays, c'est l'Ukraine. Si elle doit faire des allers-retours en Europe, eh bien c'est compliqué en ce moment parce que le pays est en guerre et c'est difficile de traverser des frontières, mais elle retournera dans la capitale où elle vit. Ce long trajet vous offre aussi l'occasion de discuter avec Alla. Qu'est-ce qu'elle vous raconte sur sa vie avant l'invasion russe ? Eh bien, Alla, c'est un concentré de l'histoire ukrainienne. Elle me montre sur son téléphone des photos de sa ville d'origine. C'est Tchernihiv, c'est plus au nord de Kiev. Elle prend un médicament pour la thyroïde parce qu'en fait, elle fait partie des victimes de Tchernobyl. Elle parle aussi de son père, qui était, raconte-t-elle, un héros de la Seconde Guerre mondiale et donc qui a participé à la prise de Berlin pour l'armée soviétique. Et donc, cette vieille femme ne comprend pas comment Vladimir Poutine peut oser attaquer ces héros de la guerre. C'est vraiment fascinant de discuter avec elle dans ce bus. Après plus de 24 heures de trajet, vous arrivez à la frontière avec l'Ukraine, dans une ville qui s'appelle Przemyśl. Et là, les passagers qui ont l'habitude de faire cette route vous préviennent, cela peut durer plusieurs heures. En fait, c'est assez étonnant, on s'insère dans une file de camions. On comprend pas très bien, on patiente et tout d'un coup, le bus déboîte, arrive devant la guérite des douaniers et une jeune femme avec un bonnet où il y a écrit poste de frontière monte et collecte tous les papiers. Là, l'ambiance est vraiment terrible, plus personne ne parle et tout le monde est plongé dans son propre stress. Et à ce moment-là, on attend. Une demi-heure après, c'est l'hôtesse du bus qu'on a fini par connaître qui remonte avec tous les papiers des uns et des autres. Alors, tout le monde a des problèmes de papiers, ce sont des passeports, mais ils sont plus ou moins en règle. Tout le monde, c'est assez compliqué. Et au moment où on récupère enfin nos passeports, eh bien, tout le monde rigole, fait des blagues. Et c'est la première fois depuis 25 heures que tout le monde plaisante. C'est aussi à ce moment-là qu'on comprend que la pression se relâche. Et donc, vous commencez à traverser l'Ukraine. Quelle est l'ambiance à bord du bus à ce moment-là ? Il est minuit passé, donc c'est silencieux, le bus est sombre, les lumières sont éteintes, la plupart des gens essaient de dormir. Au fur et à mesure, on sent que la tension monte, on regarde par la fenêtre, il y a encore des lumières, donc ça veut dire que la zone la plus à l'ouest de l'Ukraine n'est pas sous couvre-feu. En revanche, Alla, qui est à côté de moi, on est épaule contre épaule depuis le début du voyage, est extrêmement tendue. Alors que moi, je vais m'endormir, elle va me raconter à la fin du voyage qu'elle, pendant cette quarantaine d'heures, n'aura pas fermé l'œil une seconde tellement elle est stressée. Et comme les routes ne sont pas éclairées, pour des raisons de sécurité, pour ne pas être bombardée simplement, elle aura peur à chaque fois qu'on ait quitté l'autoroute. Mais ça, elle ne me le dira qu'à l'arrivée quand je serai réveillée.
Au petit matin, vous arrivez enfin à Kiev et Alla se rend compte que depuis son départ, beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce que ça lui fait de revoir la ville ? Ce qu'elle regarde d'abord, c'est même un peu avant l'arrivée dans la capitale ukrainienne. Sur la route, on voit des destructions. Il y a des panneaux publicitaires géants qui sont tombés au sol. Il y a des maisons dont les toits sont effondrés. Alors on ne sait pas s'ils ont été abandonnés ou si ça a été vraiment détruit. On ne sait pas si c'est des destructions récentes ou des destructions qui datent de 2022. Là, à chaque fois, ce temps, elle me dit toujours la même phrase, elle me dit « Regarde, c'est les traces de la guerre ». Et elle va me dire ça plusieurs fois à l'approche de la capitale. Au bout de 36 heures de bus, vous vous arrêtez à Kiev, où Alla doit changer de l'argent avant de rentrer dans son village. Alla pose les pieds pour la première fois depuis 3 ans, il faut imaginer ça, en Ukraine. Et elle est vraiment étourdie, éblouie aussi par la lumière. Et donc on dit juste au revoir aux autres passagers qui, eux, filent, ils voyagent assez léger. Et on se retrouve presque tout seul dans la gare routière. Là, effectivement, il va y avoir plusieurs formalités à remplir. Et la première, c'est trouver de l'argent. Alla n'a pas de carte bleue. Et donc, elle est partie avec des euros qu'elle avait en France. Il faut échanger de l'argent. On arrive un dimanche, ce qui ne simplifie rien, et on n'a pas réussi à changer de l'argent en France parce que les bureaux de change ne le proposent pas. Il n'y en a aucun dans Paris. J'avais voulu faire la même chose par sécurité aussi. On ne peut pas arriver avec de la monnaie ukrainienne. Alla appréhende son retour à Demidov. Vous nous l'avez dit, c'est d'ici qu'elle a fui en février 2022, quand les soldats russes sont arrivés aux portes de Kiev. Elle vous le raconte, ce départ précipité ? Oui, pour être honnête, elle le raconte à de nombreuses reprises. C'est un traumatisme pour Alla qui a été arraché à chez elle. Dans ce village, donc qui est vraiment aux portes de la capitale ukrainienne, les Russes sont arrivés dans les rues. Un obus ou un missile, c'est pas très clair, a traversé la fenêtre de sa chambre et a fracassé son mur. Elle a décidé de partir et de monter dans un bus pour rejoindre l'Europe et la France à un moment critique. On parle donc d'une femme qui avait près de 75 ans, qui est malade de la thyroïde, qui n'est pas très agile. Pour des raisons militaires, le pont qui rejoint son village à la capitale avait été détruit, en fait, pour que l'armée russe ne puisse pas passer. Donc, en fait, elle a pu partir grâce à l'aide de voisins, avec des jeunes gens qui ont pu porter son sac, l'aider à franchir la rivière. Et elle est partie avec ses papiers les plus importants pour prouver son identité, pour récupérer sa pension de retraité, sa pension d'invalide de Tchernobyl aussi. Elle avait juste ça dans un sac plastique. Mais aujourd'hui, Émilie Torgemène, il n'y a plus de soldats russes dans les rues. Vous avez aussi passé quelques jours à Kiev. Avant de raconter le retour d'Alla dans son village, est-ce que vous pouvez nous décrire le quotidien des habitants de la capitale alors qu'ils sont sous la menace constante des bombes ? La vie à Kiev est étonnante parce que la journée, on a l'impression que c'est assez normal. On voit des jeunes mères qui promènent leurs enfants dans les parcs. On voit des hipsters qui boivent des lattés, comme ça pourrait être le cas à Paris. Mais le soir, quand la nuit tombe, la tension monte, puisqu'en fait, les attaques russes, les bombardements et les attaques de drones ont presque toutes lieu la nuit. C'est une démarche de guerre psychologique. Toute la population est fatiguée parce que lors des attaques, l'alarme retentit et qu'on est censé aller dans les abris. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que nous, étrangers, en tout cas moi, qui ai peu l'habitude de ces zones-là, quand la sirène retentit, moi j'ai été très rapidement dans un abri anti-bombe et j'ai constaté que strictement aucun de mes voisins ukrainiens n'y allait. J'ai croisé des gens avec des bouteilles qui me disaient « mais non, ça va, on a l'habitude, c'est pas une attaque importante ». Donc c'est assez impressionnant. Malgré tout, on sent vraiment une tension et une mobilisation des Ukrainiens. Oui, parce qu'en fait, les habitants, ils ont l'habitude, donc ils savent quel type de bombardement ont lieu et s'il faut s'abriter ou non. Oui, en fait, les Ukrainiens sont devenus un peu des experts de la musique guerrière. Certains nous ont expliqué qu'on peut complètement reconnaître une attaque de drone, c'est facile. À l'oreille, ça fait le même bruit qu'une moto. En revanche, si on entend une explosion, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est encore vivant. Que ce soit une explosion d'un obus qui touche sa cible ou
le plus souvent une explosion de la défense aérienne qui protège bien la capitale. Et puis surtout, les habitants ont, pour la plupart, et ils m'ont fait télécharger la même chose, des systèmes, des applications d'alerte qui donnent en fait la localisation des attaques et la direction des attaques. Donc moi, quand j'ai paniqué pour ma première alerte antiaérienne, les personnes qui me l'ont décrypté le lendemain m'ont dit « Mais non, regarde, en fait, c'était un missile balistique, on voit bien qu'il visait Kharkiv, donc bien plus à l'est, mais comme c'est un missile balistique, théoriquement, il a un rayon d'action énorme et il peut toucher toute l'Ukraine, donc les alarmes retentissent dans toute l'Ukraine. Ce qui fait que nous, on a continué à vivre notre vie pendant que toi, tu descendais dans un abri antiaérien. Et puis, il y a aussi les coupures de courant. Vous allez en vivre une avec Ala dans son logement. Mais pourquoi ces coupures de courant sont aussi fréquentes ? Les coupures sont très fréquentes parce que la Russie, à l'approche de l'hiver, bombarde et cible prioritairement les sites énergétiques, les infrastructures qui produisent de l'électricité. L'idée, c'est que l'hiver en Ukraine est rigoureux. On s'en rend compte en quelques heures de coupure. L'électricité est devenue vraiment quelque chose de vital. Si on n'a plus Internet, si on n'a plus de téléphone, la vie devient très compliquée pour les civils comme pour les militaires. On le disait au début de cet épisode, Émilie Torgemène, vous allez accompagner Ala, 77 ans, jusqu'à son village. Elle rentre finalement dans son appartement dont elle avait précieusement gardé la clé pendant ces 3 années. Alors elle le savait parce qu'elle a continué de suivre tout ce qu'il se passait en Ukraine via les réseaux sociaux, mais elle le découvre à ce moment-là avec vous de ses propres yeux. Sa maison est vraiment endommagée par la guerre. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? D'abord, le mur de sa chambre a explosé, il a été frappé par un missile ou un obus. D'ailleurs, elle me le montre tout de suite quand on rentre chez elle. La fenêtre a été réparée parce qu'en fait, l'appartement est occupé par une amie de la famille, Natacha, et son fils, un adolescent. Donc la fenêtre est neuve, mais tout autour, on voit que le mur a été comme déchiqueté. C'est assez impressionnant. Cet appartement, qui est l'appartement de toute une vie, eh bien, il est jauni. Enfin, les papiers peints qui étaient fleuris sont en fait en train de se décoller, jaunes. Au sol, il y a du lino qui se désagrège en poudre parce qu'il y a eu une inondation. Et cette inondation, c'est l'armée ukrainienne qui l'a provoquée pour sauver la capitale, pour détourner l'armée russe qui fonçait sur la capitale. Depuis chez Ala jusqu'au palais présidentiel qui est au centre de Kiev, c'est 1 heure de voiture. Et ça, l'armée russe aurait pu le faire si l'armée ukrainienne n'avait pas sacrifié, entre guillemets, le village. Mais pour Ala, quand elle rentre chez elle, eh bien, elle rentre dans un appartement qui a été nettoyé par Natacha, qui a fait ce qu'elle a pu. Elle raconte qu'elle a ramassé des kilos et des kilos de crottes de souris, mais quand on arrive 2 ans, plus de 3 ans après, eh bien, l'appartement est vraiment dans un mauvais état. Il va falloir faire des travaux. Et là, comment elle se sent Ala de rentrer dans sa maison ? Là, c'est vraiment touchant parce que elle reconnaît, elle nomme presque chaque objet. On a l'impression qu'elle retrouve des vieux amis. Alors, il y a dans la cuisine, il y a une sucrière en argent qui était un cadeau de la mère d'Ala quand elle était toute jeune fille, quand elle avait 15 ans, je crois. Elle rouvre ses placards parce que elle veut me montrer des photos de son père en héros de guerre, mais finalement, elle tombe sur des bijoux et donc elle essaie de les retrouver. C'est aussi très impressionnant de voir quelqu'un qui est parti. On raconte toujours les gens qui partent en laissant tout derrière eux. Et là, c'est quelqu'un qui rentre et qui essaye de retrouver ses affaires. 3 ans après, il y a de la perte, il y a de la tristesse, il y a de l'angoisse. Tout est un peu mélangé. Vous allez ensuite accompagner Ala se balader dans son village. Elle croise des habitants qui, eux, n'ont pas bougé et qui la reconnaissent. Et puis, vous vous rendez ensemble au cimetière de Demidov. Oui, on va au cimetière parce qu'Ala est veuve depuis des décennies. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Et donc, elle se rend sur la tombe de son mari. Et là, voilà, elle ne peut que constater que c'est une tombe abandonnée. Au-dessus de la tombe, les herbes sont montées, elles nous arrivent à peu près à la taille. Et donc, de manière assez pudique, Ala dit juste « Oh là là, je vais avoir du travail ». Et puis même la stèle, la pierre tombale, est illisible. On ne voit plus rien. Et donc, c'est vraiment une tombe presque muette. Et surtout, à côté de ça, au milieu de ces tombes, de ces stèles, donc qui sont toutes en granit noir, ça, c'est les tombes un peu traditionnelles, on voit des croix
très récente. On regarde les dates et effectivement, ce sont des hommes et des hommes jeunes. Ce sont des hommes qui sont tombés au combat. Et là, Allah a cette phrase « Quelle horreur !» Elle est presque plus touchée par la mort de ces hommes jeunes que par la mort de son mari. Émilie, après 3 jours passés avec elle, vous laissez Allah en Ukraine, vous allez retourner ensuite en France. Où est-ce que vous vous séparez ? On se sépare dans la ville administrative quelque part la plus proche qui s'appelle Vyshgorod. C'est une ville assez importante et on y va parce qu'Ala doit refaire tout un tas de papiers. C'est ça le sort des exilés. Quand on rentre chez soi, il faut se remettre à jour aussi. Et donc elle commence par passer à la banque pour pouvoir avoir accès à son compte. Et je la laisse donc à la banque de Vyshgorod juste au moment où une conseillère vient la chercher pour régler toutes ses affaires. Allah, elle prévoit de rester en Ukraine pour de bon ? Ça n'est pas certain. Allah veut essayer de rester en Ukraine. Allah veut réparer son appartement. Allah a revu et même m'a amené sur son potager qui est un peu son paradis à elle, puisqu'Allah est quelqu'un qui a vraiment la main verte et pour qui c'est important. Elle a toujours fait pousser des choses. C'est le moment où je me suis dit que peut-être elle allait réussir à s'installer en Ukraine. Mais l'Ukraine est un pays en guerre et si jamais la situation redevenait très compliquée, si jamais des soldats réarrivaient aux portes de la capitale ukrainienne, Allah veut se laisser la possibilité de repartir en France. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'elle va faire, c'est de refaire des papiers auprès de l'ambassade française en Ukraine pour avoir la possibilité peut-être de reprendre ce bus dans le sens inverse. Merci à Émilie Torgemène. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Anaïs Godard. À la réalisation, Julien Moncouquiol. Pensez à vous abonner à Code Source sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi nous mettre des commentaires ou des petites étoiles et parler du podcast autour de vous. Enfin, n'oubliez pas Crime Story. Chaque semaine, les journalistes Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien, vous racontent une nouvelle affaire criminelle.